Grand-mère aura 75 ans la semaine prochaine. Nous avons tous décidé que tu paierais toute la fête. Tu es sérieux là? Je fixais mon téléphone, relisant le message de mon père pour la 3e fois. Mon café avait refroidi, oublié sur le plan de travail de la kitchenette de mon minuscule studio. Nous avons tous décidé? Je n'avais littéralement été invitée à aucune discussion familiale à ce sujet. Pas un appel. Pas un message dans un groupe. Rien. Juste ce texto qui me tombait dessus comme une bombe un mardi matin, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Le message suivant arriva avant même que je puisse répondre. Alors? Tu as 24 heures pour vider ta chambre et quitter la maison. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire, incontrôlable, qui a fait sursauter mon chat sur le rebord de la fenêtre et m'a valu un regard noir. Parce qu'il y avait un détail, celui qui rendait toute cette situation absolument ridicule, la maison dans laquelle il vivait? Celle dont mon père me menaçait de m'expulser? Elle était à moi. Enfin, techniquement, elle appartenait à grand-père. Mais il me l'avait laissée lorsqu'il est décédé il y a 3 ans, et depuis, je laissais mes parents y vivre gratuitement. Un petit détail qu'ils semblaient avoir commodément oublié. Revenons un peu en arrière. J'ai quitté cette maison à 22 ans, juste après avoir décroché mon premier vrai emploi dans une agence de marketing. Rien d'extraordinaire, juste assez pour m'offrir un studio minuscule en ville et me prouver que je pouvais m'en sortir seule. Mes amis pensaient que j'étais folle de partir, la maison était magnifique, bien plus belle que tout ce que je pouvais me permettre avec mon salaire. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de savoir que je ne vivais pas simplement dans le confort familial. Grand-père était si fier de moi. Cette semaine-là, il m'a invité à dîner juste tous les deux dans ce petit restaurant italien qu'il adorait, et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Emma, dit-il en me serrant la main au-dessus de la nappe à carreaux, tu es la seule dans cette famille qui ait du feu en elle. Ton père, ton frère Marcus, ils attendent que la vie leur donne quelque chose. Mais toi, tu vas le chercher. Je me souviens avoir ri, en lui disant qu'il exagérait. Mais il secoua la tête, avec ce regard sérieux qui m'obligeait à l'écouter. Je le pense vraiment, ma chérie. Ne perds jamais ça. 2 ans plus tard, grand-père a fait un AVC. Un grave. Il a survécu, mais il n'a plus jamais été le même. Les médecins ont dit qu'il avait besoin de soins constants, jour et nuit, et soudain, tout le monde avait un avis sur ce qu'il fallait faire. Mon père voulait le placer dans une maison de retraite, une de ces résidences chères aux brochures luxueuses qui ressemblent à des hôtels, mais que tout le monde sait être des entrepôts pour personnes âgées. Ma belle-mère Charlotte était d'accord, disant que ce serait plus simple pour tout le monde. Marcus, mon frère aîné, s'en fichait tant que cela ne le dérangeait pas et ne lui coûtait pas d'argent. J'ai démissionné et je suis rentrée à la maison pour m'occuper de grand-père moi-même. Tout le monde pensait que j'étais folle. Mon patron m'a littéralement demandé si je faisais une crise, et m'a suggéré de prendre une semaine de congé pour réfléchir à tête reposée, avant de prendre une décision aussi radicale. Mes amis m'envoyaient des offres d'emploi comme si j'étais tombée par accident dans le chômage. Ma colocataire disait que je gâchais ma carrière. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas le laisser dépérir dans un établissement où il serait seul, effrayé, sans comprendre pourquoi sa famille l'abandonnait. Pendant 8 mois, j'ai été là. Je changeais ses draps, l'aidais à manger, lui lisais le journal chaque matin, même si je ne savais pas toujours s'il comprenait encore. J'ai appris à cuisiner ses plats préférés, même s'il ne se souvenait parfois pas de les avoir mangés. Je passais ses vieux disques et lui montrais des photos de l'époque où grand-mère était encore en vie. Certains jours, il savait qui j'étais. D'autres jours, il m'appelait par le prénom de ma grand-mère, et je ne le corrigeais pas parce que ça semblait le rendre heureux. Mon père est venu peut-être 2 fois. Les 2 fois, il est resté moins d'1 heure, debout maladroitement dans l'embrasure de la porte, comme s'il avait peur de s'approcher. Charlotte est venue une fois et a passé tout le temps à se plaindre de l'odeur des médicaments et de combien c'était déprimant de le voir comme ça. Marcus a envoyé une carte pour l'anniversaire de grand-père avec $20 dedans, comme si grand-père avait 7 ans et non pas été un homme qui avait bâti toute une vie de ses propres mains. Quand grand-père est mort, je lui tenais la main. C'était tôt le matin,
le soleil commençait à peine à filtrer à travers les rideaux de sa chambre. Il m'a regardé, vraiment regardé, pendant un instant, ses yeux étaient clairs. Il a serré mes doigts et a murmuré « Merci, ma chérie ». Puis il est parti. Les funérailles étaient modestes. Mon père a pleuré, ce qui m'a surprise. Je ne l'avais jamais vu pleurer, pas même lorsque sa propre mère, ma grand-mère, celle qui allait maintenant avoir 75 ans, avait fait une crise cardiaque quelques années plus tôt. Charlotte portait une robe noire coûteuse, plus adaptée à un cocktail qu'à un enterrement. Marcus était sur son téléphone la moitié du temps, probablement en train d'écrire à sa petite amie ou de faire défiler les réseaux sociaux. Une semaine plus tard, l'avocat de grand-père m'a appelé. Il m'a demandé de venir seul à son bureau. C'est là que j'ai découvert le testament. Grand-père l'avait modifié pendant ces 8 mois où je m'étais occupée de lui. La maison, la grande et belle maison où il avait vécu pendant 40 ans, celle avec la véranda tout autour et le chêne dans le jardin, m'était léguée. Pas à mon père, son fils unique. À moi. Il y avait aussi un peu d'argent, suffisamment pour me remettre sur pied et même plus. Pas une fortune, mais assez pour compter. L'avocat m'a tendu une lettre que grand-père avait écrite. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouverte, le papier fin et fragile, comme grand-père l'avait été à la fin. Charlotte m'a traité d'égoïste. Elle a dit que j'avais manipulé un vieil homme malade, profité de sa vulnérabilité. Elle a même utilisé le mot « calculatrice », ce qui aurait pu être presque drôle si ce n'était pas aussi horrible. Marcus m'a accusé de lui avoir volé son héritage, ce qui était assez ironique quand on sait qu'il n'a même pas pris la peine de rendre visite à grand-pa une seule fois à l'hôpital. Pas une seule fois en 8 mois. J'aurais dû les mettre dehors immédiatement. Je le sais maintenant. Mais j'étais en deuil, épuisée, et je ne voulais pas plus de conflits. Les funérailles avaient déjà été suffisamment éprouvantes, et je voulais juste la paix. Alors quand papa m'a demandé s'il pouvait rester dans la maison, le temps de s'organiser, j'ai dit oui. Temporaire, me suis-je dit. Juste quelques mois, le temps qu'ils trouvent un endroit à eux. C'était il y a 3 ans. Au début, ils étaient presque gentils. Ils me remerciaient, promettaient de partir bientôt. Papa parlait même de chercher un appartement en centre-ville, me montrait des annonces sur son téléphone. Mais les mois sont devenus une année, et soudain, ils parlaient de la maison comme si elle leur appartenait. Ils redécoraient. Organisaient des soirées. Charlotte a lancé un club de jardinage qui se réunissait dans ce qui était autrefois le bureau de grand-pa, et je recevais des messages avec des photos d'elle et de ses amis buvant du vin entourés de ses livres. Quand je venais parfois, je me sentais étrangère dans la maison où j'avais grandi. Tous les meubles de grand-pa avaient disparu, donnés, vendus ou entassés dans le garage. Le canapé sur lequel il m'avait appris à lire, la table où nous dînions le dimanche, le fauteuil dans lequel il s'endormait en regardant le baseball, tout avait été remplacé par le mobilier moderne et minimaliste de Charlotte. Tout était blanc, chromé, froid. Les photos sur les murs avaient changé aussi. À la place des photos de famille et des anciens paysages peints par grand-pa, il y avait des œuvres abstraites qui avaient sûrement coûté une fortune et ne signifiaient rien. Même l'odeur était différente, une senteur de bougies coûteuses au lieu de celle des vieux livres et du tabac à pipe de grand-pa. Mais je n'ai rien dit. Je me suis convaincue que ça n'avait pas d'importance, que j'avais ma propre vie maintenant. J'avais trouvé un nouveau travail, un meilleur, en fait. Je m'en sortais bien. Je voyais quelqu'un de gentil. Je construisais ma vie. Puis il y a eu le message au sujet de la fête de grand-ma. Grand-ma, la mère de papa, pas la femme de grand-pa qui était décédée quand j'étais petite, allait avoir 75 ans. Je connaissais à peine cette femme. Elle vivait à 3 états de distance et nous la voyions peut-être une fois par an à Noël. Elle n'avait jamais approuvé la façon dont grand-pa avait élevé papa, le trouvait trop indulgent avec lui. Après la mort de grand-pa, elle avait clairement laissé entendre qu'elle me considérait comme une profiteuse qui avait arnaqué son chemin jusqu'à l'héritage. Elle m'avait même dit en face, lors du vin d'honneur des funérailles, que c'était suspect, que j'ai passé autant de temps avec lui à la fin. Et maintenant, il voulait que je paie toute sa fête d'anniversaire? Qu'est-ce que ça voulait dire, au juste? Combien s'attendait-il à ce que je dépense? J'ai appelé papa.
Il a répondu à la 4e sonnerie, visiblement agacé. Quoi? Tu viens vraiment de me menacer de m'expulser de ma propre maison? Silence. Puis, ne sois pas dramatique, Emma. Nous sommes une famille. Oui. Une famille. C'est bien pour ça que tu veux que je dépense plusieurs milliers d'euros pour une fête pour quelqu'un qui ne m'a pas parlé depuis 2 ans? Ta grand-mère mérite une belle célébration. Après tout ce qu'elle a traversé. Après tout ce qu'elle a traversé? Papa, j'ai pris soin de grand-pa pendant 8 mois pendant que toi, tu es venu 2 fois. 2 fois. Voilà qu'elle recommence, a dit la voix de Charlotte à l'arrière-plan, avec ce ton condescendant qu'elle utilisait toujours dès que je parlais de grand-pa. Toujours à jouer les martyrs. À ce moment-là, quelque chose a craqué en moi. 3 ans à ravaler ma fierté, à être la personne raisonnable, à les laisser me marcher dessus parce que je ne voulais pas créer de problème, ni être la méchante, ni provoquer plus de drame. Vous avez 30 jours, ai-je dit calmement. Quoi? Vous avez 30 jours pour quitter ma maison. Je vous enverrai un avis officiel demain. Le rire de papa a été sec et mauvais. Tu n'es pas sérieuse. Emma, sois raisonnable. Où veux-tu qu'on aille? Tu sais qu'on ne peut rien se permettre en ce moment, l'entreprise de Charlotte commence à peine. Je suis parfaitement raisonnable. Tu as menacé de me mettre dehors de ma propre propriété. Tu as exigé que je paie des milliers pour une fête que je n'ai même pas aidé à organiser. Alors félicitations, tu viens de me rappeler que cette maison est à moi. 30 jours. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais bien. Lucide, peut-être pour la première fois depuis des années. Comme si j'avais retenu ma respiration sous l'eau et que je refaisais enfin surface. Le lendemain, mon avocat a envoyé un avis d'expulsion officiel. Totalement légal, totalement conforme à la loi. Ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Les messages et les appels ont commencé immédiatement. Papa, Charlotte, Marcus, et même des cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, tous me disant que j'étais cruelle, sans cœur, ingrate. Comment pouvais-je jeter mon propre père à la rue? N'avais-je aucune compassion? Que penserait grand-pa? Cette dernière question a failli me faire rire. Que penserait grand-pa? Il serait probablement fier que je me sois enfin défendue. J'en ai bloqué la plupart. J'ai envoyé un seul message de groupe. Vous n'êtes pas mis à la rue. On vous demande simplement de payer votre logement comme des adultes. Vous avez eu 3 ans sans loyer. C'est terminé. Grand-ma m'a appelé une honte. Elle m'a laissé un message vocal disant que j'étais une humiliation pour la famille, que j'avais toujours été égoïste, que ma mère, partie quand j'avais 5 ans, aurait honte de moi. Je l'ai supprimé à moitié et j'ai bloqué son numéro aussi. Marcus a essayé une autre approche, faisant soudain comme si nous étions proches, me proposant de parler calmement, autour d'un café. Comme si nous étions des amis ayant juste un petit malentendu. Je lui ai dit que nous pourrions parler après son déménagement. La sœur de Charlotte a réussi à trouver mon email professionnel et m'a envoyé un long message sur les valeurs familiales, le pardon, et la façon dont je détruisais la famille pour de l'argent. Je l'ai supprimé sans le lire en entier. J'ai commencé à marquer comme spam tout message venant d'adresses inconnues. Et papa? Papa est devenu silencieux après ce premier jour. Aucun appel, aucun message. Une partie de moi se demandait s'il avait enfin compris à quel point il avait tout gâché. Une autre partie de moi savait qu'il devait simplement être en train de se regrouper, de préparer son prochain coup. Les 30 jours ont traîné en longueur. J'ai engagé un gestionnaire immobilier pour tout gérer et s'assurer qu'il partait réellement. Je n'arrivais pas à m'y rendre, à les regarder faire leur carton. Je ne voulais pas entendre Charlotte se plaindre de tous les désagréments ni voir Marcus lever les yeux au ciel en me regardant. Le 29e jour, mon avocate m'a appelé. Ils sont partis, a-t-elle dit. Ils ont laissé les clés sur le plan de travail de la cuisine. La maison est à vous. Je m'y suis rendue ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher. Je me suis garée dans l'allée et je suis restée assise un moment, à regarder la maison. De l'extérieur, elle n'avait pas changé, le même porche, les mêmes volets bleus,
le même chêne auquel grand-pa accrochait une balançoire en pneu quand j'étais petite. J'ai traversé les pièces vides pendant que la lumière du soir entrait par les fenêtres, mais pas résonnant sur le parquet. Ils avaient tout emporté, tous leurs meubles, les décorations sophistiquées de Charlotte, même les tringles à rideaux. Il restait des trous dans les murs là où étaient accrochés les cadres, et des marques sur le sol là où ils avaient traîné leurs affaires. Le jardin était ravagé à l'endroit où Charlotte avait arraché ses plantes, juste de la terre nue et des tiges brisées. Ça aurait dû me mettre en colère. Au lieu de ça, je me sentais légère. Libre. Comme si je pouvais enfin respirer correctement dans cette maison. Je suis entrée dans l'ancien bureau de grand-pa et je me suis assise par terre, à l'endroit où se trouvait son bureau. La pièce avait encore ses étagères intégrées, celles que papa n'avait pas pu emporter parce qu'elles faisaient partie de la maison. J'ai passé mes doigts sur le bois, me souvenant de toutes les fois où j'avais fait mes devoirs ici pendant que grand-pa lisait dans son fauteuil. J'ai sorti mon téléphone et regardé la photo que j'avais gardée de lui, la dernière vraiment belle, prise avant l'AVC. Il souriait, portait son cardigan préféré, et tenait une tasse de café dans sa cuisine adorée. Je vais tout remettre en état, ai-je dit à la pièce vide. La rendre belle à nouveau. La remplir de personnes qui s'en soucient vraiment. Comme tu le voulais. Ma voix s'est légèrement brisée, mais je souriais. 3 mois plus tard, la maison est presque prête. Je l'ai meublée petit à petit avec des choses qui comptent, certains des vieux meubles de grand-pa que j'avais gardés en stockage, des pièces que j'avais sauvées avant que Charlotte ne puisse s'en débarrasser. J'ai aussi acheté du nouveau, des choses que j'aime vraiment, et non pas ce que quelqu'un d'autre m'a dit que je devais avoir. J'ai peint les murs dans des couleurs chaudes, accroché des photos de personnes et de moments qui me font sourire. J'ai posé les vieux disques de grand-pa sur une étagère du salon. J'ai retrouvé sa pipe dans une boîte au garage. Charlotte a dû passer à côté. Je l'ai posée sur la cheminée, même si je ne l'utiliserai jamais. Juste pour avoir un morceau de lui ici. J'emménage la semaine prochaine. Papa m'a envoyé un message hier soir. La première fois que j'avais de ses nouvelles depuis des mois. La fête d'anniversaire de ta grand-mère est samedi prochain. Nous comptons sur ta présence. Ce n'était pas une invitation. Pas des excuses. Juste une attente, comme si les 3 derniers mois n'avaient jamais existé. Je suis restée longtemps à regarder le message. Puis j'ai répondu. J'espère que vous passerez un excellent moment. Je serai occupée à emménager dans ma maison. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai posé mon téléphone et regardé autour de moi mon studio, ce petit endroit qui m'a appris que je pouvais tenir debout toute seule, que je n'avais besoin ni de l'approbation ni de la permission de qui que ce soit pour construire ma vie. Merci pour tout, ai-je murmuré à ces 4 murs. Mais maintenant, je rentre chez moi. Le vrai. Celui que j'ai gagné. Celui que grand-pa savait que je méritais depuis le début. Et cette fois, les seules personnes qui franchiront cette porte seront celles qui méritent vraiment d'être là.